Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Endurance Talk, la cinquième édition, Alban et Laurent. Bonsoir à tous, messieurs. Salut Alban, salut Bon, Jeff, salut Willy. ça Laurent, va? salam Laurent. Ah oui. Malikum salam. Alors Willy est aux manettes encore une fois ce soir. Il relèvera les questions du chat que vous allez pouvoir poser. On les posera en fin de live ou pendant le live d'ailleurs. Et puis, comme d'habitude, on traitera de l'actualité avec Laurent Mercier d'Endurance Info, qui est ici présent. On le remercie. Donc, on va traiter des 9 heures de Calami, la finale 2021 de l'Intercontinental GT Challenge. Il y aura une petite surprise, évidemment, pendant ce live. L'actu SRO, un tout petit peu d'actu SRO. Et puis, Alban enchaînera avec l'actu Wake, IMSA, Azen Le Mans Series 2022, parce qu'il y a 2 courses ce week-end à Abu Dhabi, où se trouve Laurent d'ailleurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, les questions du chat. Voilà. Je t'en prie, Alban. Dubaï. J'ai dit quoi? Abu Dhabi? Non, Abu Dubaï. Voilà, il fallait que j'en fasse. Prochaine. Voilà, exactement. Je vais trop vite, je suis trop gourmand. Exactement. Donc, voilà, donc t'es bien à Dubaï pour les 2 courses de ce week-end de l'Asian Le Mans Series. Voilà. On enchaîne, Laurent, on y va avec les 9 heures de Calami qui se sont déroulées donc, le week-end dernier sur le circuit de Calami, donc à Johannesburg. Donc avec un tout petit plateau, c'était la finale 2021. Qui s'est couru donc en décalé pour les raisons qu'on connaît. Un plateau bien maigre, Laurent, et c'est un petit peu regrettable parce que c'est quand même un magnifique circuit, une magnifique compétition. C'était la troisième épreuve après Spa et Indianapolis. Un petit plateau, on peut le regretter déjà, ça, même si c'est logique. Oui, tu peux le regretter. Maintenant, la finale a eu le mérite d'avoir lieu. Les voitures étaient déjà sur place, le matériel était déjà sur place par rapport à la date initiale. Écoute, oui, c'est pas beaucoup de voitures maintenant, un bon niveau. On l'avait déjà vu par le passé, parce qu'on a rarement eu beaucoup de voitures à Calami. Hein. C'est un déplacement quand même qui est pas forcément facile, surtout par les temps qui courent. Mais on a vu que la course était quand même suffisamment indécise, suffisamment belle, et donc on a quand même des équipages, quand même des tops équipages, des tops équipes. Donc bon, peu de voitures, mais une belle course quand même. Ouais. Alors un début de week-end de compétition qui a été dominé par Mercedes, donc la team AKSP, donc avec Marcello, Gounon et Bogulavski, ont dominé les essais libres 1, les essais libres 2, ok, soit. Et puis arrivent les pré-qualifs qui ont lieu, bien sûr, et puis les qualifications et la Super Pole qui n'ont pas lieu suite à des déluges pas possibles de pluie, évidemment, ce qui est relativement rare, en fait, Laurent. Des situations comme ça, c'est assez rare, finalement. Ah oui, alors la pluie à Calami et les orages, non, ça c'est quasiment tous les ans. Mais c'est sûr que le fait d'avoir une séance pré-qualificative, c'est ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, notamment dans le championnat GT World Challenge Europe, où on a aussi une séance d'essai libre, et on a aussi une séance d'essai pré-qualificative qui servira pour donner la grille de départ au cas où les qualifications ne pourraient pas avoir lieu. On se souvient qu'il y a quelques années au Nürburgring, c'était un petit peu compliqué le matin et tout avec la météo. Et là, on a eu l'exemple à Calami où la séance qualificative et la Super Pole n'ont pas pu se dérouler à cause de l'orage. Et donc, c'est la séance pré-qualificative qui a déterminé la grille de départ. Exactement. Et souvent, comme tu dis, les gens nous posent la question pourquoi il y a une pré-qualif et puis une qualif. Exactement. Alors que c'est une séance d'essai libre à la base. Exactement. Voilà, alors que c'est finalement souvent le cas par défaut. Quels étaient les enjeux? L'attribution du titre constructeur, donc Audi versus Ferrari. On avait aussi Niederhauser et Winkelhock qui avaient 2 points de retard sur Pierre Guidi, Alessandro bien sûr et Côme Ledegar, le pilote français, pour remporter le titre. Finalement, la bataille, elle était là. Et je dirais, Laurent, qu'elle n'a pas vraiment eu lieu finalement. Selon toi, je te pose la question, je ne veux pas te spoiler, est-ce que finalement, c'est la question que je me posais pendant la course, c'est est-ce que Ferrari va pas plutôt essayer de jouer le titre plutôt que la gagne? Vu le titre pilote, je précise. Vu le peu d'écart que tu avais au championnat quand même, avec 2 points d'écart entre l'équipage Audi et l'équipage Ferrari, il fallait gagner. Si tu gagnes, tu optimises quand même tes chances. Donc Audi est spécialiste de splitter un petit peu ses équipages avant une course quand il y a plusieurs pilotes qui peuvent être titrés. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, cette fois encore. Et Ferrari a décidé d'en faire de même pour passer Niklas Nielsen sur l'autre voiture et passer Miguel Molina sur la voiture de Côme et d'Alessandro.
Et ça s'est joué à pas grand chose. Et bon, la Mercedes Ultima KSP a quand même dominé les débats, comme tu l'as dit, hein, dès les essais libres. Mais bon, voilà, ça a été un beau match et Audi, une fois de plus, récupère encore un nouveau titre en Intercontinental GT Challenge. Hein. Ça va finir par faire beaucoup de globes, hein, du coup, chez Audi. Exactement, ça fait 4 au total pour eux. Et voilà. Alors Ferrari n'a pas eu trop de chance parce que l'équipage Fauco, Nielsen et Rovera est tombé en panne avec la 71. Je crois que c'était un problème électrique ou électronique, il me semble, avec la boîte de vitesse. C'est à vérifier, hein, mais c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai trouvé l'équipage AK totalement dominateur. En revanche, là où je regrette un petit peu en tant que spectateur, hein, je veux dire, et en tant que passionné, c'est un petit peu les Audi qui étaient un peu en retrait. Alors, est-ce que c'est un problème de stratégie? Parce que j'ai pas vraiment compris. De BOP, malheureusement, on a dit qu'on parlerait plus de BOP, mais est-ce que c'est un petit problème de BOP, de stratégie pour les Audi qui étaient quand même largement représentés, avec 3 Audi au total qui pouvaient jouer les premiers rôles, ou est-ce que tu vois un petit peu le fait que les Audi étaient quand même en retrait, malgré le fait qu'elles jouaient le titre constructeur? Les Audi étaient un petit peu en retrait. Maintenant, bon, on va pas se mentir, la BOP a forcément un rôle à jouer. En plus, c'est vrai que la Mercedes, par contre, du team AKSP était quand même magnifiquement pilotée. Mais bon, tu me diras, c'était aussi le cas chez Ferrari et c'était aussi le cas chez Audi. Après, attention, ok, Mercedes a dominé depuis le début. Mais les Audi n'ont jamais été larguées. Elles ont souvent été derrière, souvent été en embuscade, prêtes à profiter du moindre faux pas de la Mercedes du team AKSP. Puis finalement, il n'y a pas eu de faux pas. Donc, comme il n'y a pas eu de faux pas, l'écart du départ est un petit peu resté jusqu'à la fin. Il y a eu aussi le changement avec Mattia Drudi qui remplace Dries Vanthoor, qui était, entre guillemets, un petit peu souffrant. Voilà, donc tout ça fait que Audi a récupéré le titre constructeur, mais pas la couronne pilote, et ça vient. C'est un petit peu dommage après, évidemment, pour Niklas Nielsen qui a fait le reste du boulot et qui est là, on a splitté sur l'autre voiture et qui, du coup, malheureusement pour lui, n'est pas champion. Exactement. Alors, Mercedes qui fait souvent des bonnes performances, même en sprint, hein, on le voit en GT World. Et allez, je suis mauvaise langue, Laurent, on en parle des fois, je te titille un peu avec ça, des fois dans les lives. Et je me disais, quand est-ce que va arriver la crevaison pour Aka? Quand est-ce que va arriver le pneu qui déconne, la suspension qui casse? Et finalement, je suis content pour eux, bien sûr, mais Jules Gounon et ses coéquipiers arrivent à gagner la course. Et on peut dire que la fiabilité, pour le coup, elle y était. Parce que Mercedes, ces derniers temps, c'était un petit peu le talon d'Achille, non? Tu trouves pas? Non, je peux pas dire. Enfin, franchement, c'est pas forcément le talon d'Achille. Alors, si tu veux parler de talon d'Achille pour Mercedes, il faut pointer du doigt les 24 heures de Spa parce que c'est une course qui pour l'instant n'est pas encore tombée dans le filet de Mercedes AMG avec la AMG GT3, contrairement à la SLS qui avait gagné dès sa première apparition. Mais là, du côté de Mercedes, on pédale un petit peu pour essayer de rafler les 24 heures de Spa, après les 24 heures du Nürburgring, après la catégorie GTD aux 24 heures de Daytona. Bon, pas encore de 24 heures du Mans, évidemment, parce qu'on n'a pas encore de GT3 au Mans. Mais ouais, ils ont gagné aussi les 24 heures de Dubaï déjà, tu vois. Donc, il reste encore les 24 heures de Spa à inscrire au palmarès. Oui, c'est bien de gagner à Kyalami. Mais bon, je pense que du côté de Mercedes AMG, on voudrait quand même taper du poing sur la table, tu vois, aux 24 heures de Spa. Exactement. Un petit focus sur l'équipage Silver qui remporte la course, donc c'est l'équipage de Saint-Eloch Racing, donc sur la 26, avec cet excellent équipage qu'on souhaite revoir avec Légeré, Nicolas Baert notamment et Gachet bien sûr. Tu as fait un article sur Nicolas justement, que j'espère avoir en live un jour parce que ce jeune homme nous montre d'excellentes qualités de pilotage et de sérieux en course. On l'a vu à Indianapolis notamment, même s'ils avaient été rétrogradés pour des raisons de pénalité. Un jeune qui est très bon, Laurent. On peut lui prévoir un très bon avenir, sachant qu'il a signé avec Saint-Eloch Racing pour la saison complète notamment. Oui, ça fait partie des pilotes qui découvrent un petit peu le monde du GT, au même titre que Lucas Légeret, même si Lucas avait déjà un petit peu l'expérience du GT, notamment avec les 24 heures du Mans, il avait roulé un petit peu aussi en GT avant. Puis bon, pour Simon, c'est autre chose. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est un jeune pilote, c'est des pilotes un peu le même profil que Simon, c'est-à-dire qui vont arriver aux portes du professionnalisme. Il faut arriver à toquer un peu à la porte d'un constructeur et c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais alors je sais pas encore si Saint-Eloch fera confiance à ce trio-là en GT World Challenge Europe en Silver.
Mais si c'est possible, ce serait plutôt pas mal. Même si je crois, même si je crois savoir qu'il y aura d'autres équipages en Silver Cup pour GT World Challenge Endurance qui vont être un peu calés. Ouais. Exactement. Et puis en ham, c'est le Stradal Motorsport qui remporte la course. On va pas trop se focaliser là-dessus. Par contre, c'est Sun Energy One qui a pas eu de chance avec le radiateur qui en pro-am toujours, hein, avec le radiateur qui fait défaut, notamment avec Michael Grenier qui était sur cette voiture. Ouais, c'est un petit peu dommage. Je crois qu'il remporte le titre. Je l'ai pas noté, je m'en rappelle plus, mais il me semble qu'il remporte le titre. C'est Classe qui gagne la course, mais ils arrivent à remporter le titre, il me semble. Ouais, alors après, c'est c'est ça, un hein. titre, Ouais, c'est un excuse-moi, titre un peu, ouais. Oui, c'est un titre un peu tronqué parce que t'as pas beaucoup de voitures, tu vois, c'est un peu, oui, ça reste un titre. c'est vrai. Maintenant, bon, si tu veux, c'était pas la catégorie la plus fournie cette année, hors 24 heures de Spa, donc forcément, c'est un peu plus facile. Mais par contre, c'est quand même pas de chance pour Sun Energy One après les 24 heures de Daytona, juste une semaine avant, où ça a quand même été Ils sont compliqué dès le défoncés. début de course. Voilà, Exactement. ouais. Et donc là, Ouais. la différence, c'est que c'était aussi, bon, c'était pas la même équipe technique parce qu'à Aki Alami, c'était Aki ASP qui faisait le soutien technique, comme c'était le cas à Laguna Seca en IGTC il y a quelques années. Tout à fait. Mais ouais, c'est sûr que ça n'a pas été de tourpeau. Exactement. Alors, avant d'accueillir le papa d'un certain pilote, je ne peux pas vous en dire plus, on va l'appeler dans quelques instants, dans 5 minutes environ, n'est-ce pas mon petit Willy? On va l'appeler tout à l'heure. J'aurais voulu qu'on fasse aller très rapidement, Laurent, avec toi, comment dire, un petit focus sur cette saison donc de 3 courses pour l'International GT Challenge. Donc avec la course de 24 heures de Spa qui a été gagnée par Iron Lynx, par Ledegar, Nissen et Pierre Guidi, les 8 heures d'Indianapolis par Saint-Eloc et Calami par AKSP. On en a déjà parlé un petit peu, 3 courses seulement, c'est un petit peu léger, ça risque d'être le cas encore cette année. Est-ce qu'on peut tirer un bilan positif de cette saison? Et si j'avais une question à te poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu retiens? Évidemment, Spa, c'est une magnifique course et on s'est régalé. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce championnat qui est quand même très très court? Et est-ce que ce titre a une valeur? Évidemment qu'il a une valeur parce que les équipes courent et les pilotes se donnent un cœur joie sur les pistes, hein. Je ne veux pas diminuer la valeur de ça, mais voilà, est-ce que c'est un titre voilà, une compétition qui a pas un peu de mal entre guillemets quoi? Bah, la situation sanitaire Qui n'aide l'aide pas. pas. Quand tu fais voyager des voitures de Bathurst à Indianapolis, c'est pas forcément simple. Maintenant, si tu veux être un peu chauvin, tu as un Français qui gagne les 24 heures de Spa, tu as une équipe française qui gagne Indianapolis et tu as une équipe française qui gagne qui a l'ami. Donc ça, on est plutôt pas mal. Exactement. Pour un pays où on n'a pas beaucoup d'équipes qui roulent encore en GT3, parce que si tu enlèves AK, ASP et Saint-Eloc, il reste plus grand monde, même si tu vas avoir de nouvelles équipes, notamment AGS Evans qui va arriver cette année, et TFT aussi qui va faire rouler une Porsche. Mais sinon, écoute, je pour avoir échangé suffisamment avec Stéphane Rattel il y a quelques temps, moi je pensais que le championnat IGTC il était plié, que ça aurait même pas lieu, vu la situation sanitaire, vu les J'ai complications pour pensé ça voyager. aussi. Mhm. Tu vois, et du coup on a quand même décidé de poursuivre. Moi ce qui me fait un peu peur c'est Bathurst au mois de mai. Ouais. Même si l'Australie venait à rouvrir avec un meeting qui a lieu en même temps que le meeting GT World Challenge Europe Sprint à Manicourt, en plein milieu de saison. Quand on connaît les difficultés, parce que je le vois encore aujourd'hui en Asian Le Mans Series, on doit faire un point sur l'Asian Le Mans, mais tu as encore une équipe qui attend son container, la voiture, on ne sait pas trop où elle est là, mais on ne sait pas où, si Quelque tu part sur veux, le et puis toit. il faut Ouais. l'envoyer là, il faut l'envoyer en Australie, il faut rouler sur une course de 12 heures, il faut la rapatrier en Europe, il faut envoyer le matériel. Pour être totalement honnête, je vois pas trop quelle équipe européenne réellement va faire le déplacement à Bathurst cette année au mois de mai. Et même, pour parler vulgairement, même moi, ça me fait chier parce que bah, du coup, je pourrais pas la Bathurst. Et oui. Parce que la période s'y prête pas. Ouais. La période s'y prête pas beaucoup, quoi. Alors que Bathurst, c'est certainement, quand il va, c'est certainement la course que tu veux refaire chaque année. Ouais. Si je mets de côté le Mans Spa, par exemple, le Mans et Tout à Spa, fait. mais si tu enlèves le Mans et Spa, putain, Bathurst à côté, oh. Ouais. Tout le monde le dit. Tu es déjà allé, j'imagine. Ouais. Oui, tu es déjà allé Ouais, je suis allé plusieurs fois, ouais. plusieurs fois. Ok, Mm. ça marche. Alors, on va recevoir Laurent
le papa de Côme Lodogard, le Français, qui a gagné le Calami le week-end dernier, champion overall évidemment de l'Intercontinental 2021, vainqueur de 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance en GTE Pro avec Ferrari. Et puis j'en oublie un, c'est le vainqueur de Spa évidemment, et le titre en GT World Challenge Europe Endurance. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Voilà, donc Laurent, j'ai appelé Serge et il m'a dit oui, je veux bien parler de mon fils. Alors je vous cache pas que Com devait être là, voilà, et il le sera pas, mais on le réinvitera. Je pense qu'il acceptera, enfin on l'espère. Et voilà, donc on va accueillir Serge Ledegard, le papa de Com, qui va nous raconter, nous donner un petit peu son regard sur la saison de son fils, avec Laurent Mercier, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il est là, notre ami Serge, Willy? Ça va pas tarder. Ça sonne. Tic-tac, tic-tac. Tu fais la valise RTL? Ah, je fais la valise, ouais. Avec Madame Chambier. Hein? Voilà. Allô. Il est là. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir Laurent. Salut Serge, ça va? Bien, super. Alors bon, comme va pas être là, alors je m'étais pas trop engagé. Je le rejoins d'ici une petite heure pour dîner dans Lyon. Malheureusement, je l'ai eu, j'ai mangé déjeuner avec lui à midi et un autre membre du sport auto qui est Gilles Zaffini, qui fait rouler les champions d'Europe en alpine et voilà, qui est aussi un ami de longue date. Mais malheureusement, pour tout te dire, je suis dans Lyon en train de chercher une place de parking, donc il n'est pas encore avec moi. Voilà. Très bien. C'est pas grave, Serge, on le réinvitera, votre fils. J'espère qu'il viendra nous voir pour un live pilote avec nous. Le problème de Com, c'est qu'il va falloir trouver un moment parce que il est tellement occupé partout que ça va être compliqué. J'ai une idée, la nuit. Quoique. Ouais, ça, je voulais gérer. Oui, on va gérer, Serge. En tout cas, je suis très ravi que vous soyez avec nous. Ce que je disais aux auditeurs qui nous suivent actuellement sur ce live, une énorme saison de votre fils comme le Degard, donc avec Ferrari. Déjà, la première question que je voulais vous poser, alors j'ai rappelé tout ce qu'a gagné, entre autres, votre fils cette saison. N'est-ce pas, Serge, la plus grosse saison, façon de parler, qu'a pu livrer votre fils Com cette année, en 2021, avec cette finale à Calami où il remporte le titre intercontinental notamment? C'est sûr que ce sera très très compliqué de faire mieux et ne serait-ce que d'égaler ça. Après, Laurent a rappelé certaines choses là il y a quelques instants, ce que je vous suivais bien entendu. Oui, c'était une énorme saison, on a du mal à y croire. Très honnêtement, il va falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Après, c'est aussi des moments qu'il faut savourer parce que depuis 2016 et le titre avec la McLaren, il n'y avait pas eu grand-chose. Il y a eu des belles choses, mais des grandes victoires comme ça, il n'y avait pas eu. C'est une année faste, il faut la prendre. Et puis, oui, bien sûr que c'est la plus belle de sa carrière, mais moi, en tant que papa, il y a des courses que j'oublie pas et qui n'avaient pas autant de relief et autant de saveur, peut-être, mais ouais, ça va rester une très, très, très belle saison. Évidemment, on s'en souviendra aussi. Est-ce qu'on sent en début de saison qu'il va se passer un peu tout ça? Est-ce qu'on sent qu'il y a un bon mood, comme disent les jeunes aujourd'hui? Voilà, quelque chose qui est en train de naître, notamment après Spa. On se dit, ouais, Spa, c'est quand même costaud, une victoire exceptionnelle, on sait dans quelles conditions. Vous pensez qu'il a eu, comment dire, la course de Spa était plus ou moins facile à remporter par rapport au Mans, par exemple? Est-ce qu'il vous parle de ce genre de choses? Alors, bizarrement, on parle très peu de sport auto avec mon fils. Il considère que son père ne connaît rien au sport auto. Alors qu'il faut comprendre qu'il a découvert le sport auto à travers le fait que moi je courais déjà, donc, mais c'est pas grave, je n'en veux pas, c'est tout à fait normal, c'est une relation père-fils, mais je sais pas, après c'est difficile parce qu'il faut pas oublier que c'est de l'endurance, qu'il n'est pas tout seul dans la caisse, Bien sûr. qui peut lui cramer une course et puis par moment ça peut être aussi un coéquipier qui fasse une erreur et qui mette tout par terre. Cette année, toutes les planètes étaient alignées pour les trois pilotes et à chaque fois, même si ça n'a pas toujours été le même équipage, hein, on est d'accord, mais en début d'année, savoir
que ça allait se terminer comme ça. Non, il n'y avait pas de prémisse. Le truc le plus important quand même, c'est que Côme a adoré, je parle au passé, bien entendu, rouler dans une Ferrari. C'était aussi un de ses rêves de gosse parce qu'il a un papy sicilien du côté de sa maman. Et il rêvait de rouler dans une voiture rouge. Et il avait en tout cas une vraie envie que ça marche. Et voilà, mais encore une fois, il y a une partie, c'est le team, une partie, c'est l'encadrement, les ingénieurs, les techniciens, puis il y a une partie, c'est les 3 pilotes. Côme n'est qu'un maillon, important certes, mais c'est qu'un maillon, et lui, de son côté, ouais, il a tout rempli, il a rempli toutes les cases. Moi, ce qui m'impressionne, parce que je suis pas dans le sport automobile, hein, ce n'est pas absolument pas mon métier. On n'est que des observateurs avec Alban notamment, contrairement à Laurent qui en fait son métier et qui trempe dedans tous les jours. De l'extérieur, je me dis comment un pilote et les autres d'ailleurs, il n'y a pas que lui bien sûr, peut encaisser physiquement, mentalement, comme beaucoup de grands sportifs, une telle saison aussi intense, longue, et finalement il y a peu de repos. À part la pause, la pause de Noël, où c'est un petit peu plus calme. Comment votre fils arrive à se préparer pour tout ça, pour toutes ces grandes échéances? Tout simplement parce que je pense que pour eux, c'est pas du boulot. Pour n'importe lequel d'entre nous, ça aurait été du travail, mais que je pense qu'ils sont bien que quand ils sont dans la caisse. Et très honnêtement, je n'ai pas d'autre explication, et peut-être que il y en a peut-être, mais je pense que c'est justement leur force de caractère, c'est de pas se poser ce genre de questions. Honnêtement, en plus, c'est pas un scoop, il gère son team et il le gère plutôt bien. Il est très bien encadré là aussi, mais c'est des heures de boulot. Je crois qu'il est tellement heureux dans ce qu'il fait. Il a 30 ans, il a la santé, je crois que, très honnêtement, je crois que quand il va se retourner sur le parcours, c'est là qu'il va prendre peur. Mais aujourd'hui, Côme n'est pas un sportif de haut niveau, c'est pas un mec que vous allez croiser en train de faire un footing ou voilà, il passe beaucoup de temps, le peu de temps qu'il a, il le passe avec ses amis, avec les gens qu'il aime, et voilà, je crois que après, depuis qu'il a 15 ans, il fait que ça. Je pense que ça, c'est la meilleure préparation. Je pense que j'enlève les années de karting. Je pense que la meilleure préparation, c'est de rouler. Il roule quasiment toutes les semaines. Et il y a des métiers plus contraignants, Laurent, non? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des métiers plus contraignants. Et je pense qu'on peut être que admiratif du package global du pilote, du patron d'équipe et de l'enthousiasme qui est mis là-dedans. Et il y a un truc qui m'épate par rapport à l'âge qu'il a et par rapport à la génération, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout obnubilé par les réseaux sociaux. C'est peut-être con comme truc, mais par les temps qui courent, en fait, il le fait parce que c'est un métier, mais c'est pas quelqu'un qui va exposer sa vie ou il est super content quand il gagne et il dit, moi, quand je gagne une course, je gagne 500 followers sur Twitter et ça me va très bien. Et l'état d'esprit, et franchement, moi, je suis assez admiratif de tout ce qu'il peut faire. Ouais, c'est sûr. Laurent, justement, ton regard sur sa saison, sur ce qu'il a pu réussir. Voilà. Là où je suis 100% d'accord avec Serge, c'est que Côme, ce qu'il veut, c'est dans une Ferrari, ce qu'il veut, c'est rouler, passer du bon temps. En fait, gagner, c'est très bien, mais lui, ce qu'il veut, c'est s'éclater. Donc, je pense qu'avec Pierre Goudy, il a trouvé quelqu'un d'exceptionnel, ça, c'est sûr. Et les deux se complètent bien, en fait. Et Côme, l'avantage de Côme, c'est que c'est pas le mec qui se met en avant, c'est le mec qui fait ce qu'on lui dit de faire, et puis qui est passionné avant tout. Je veux dire, si t'es pas passionné, tu gères pas une équipe de Cup, et le lendemain, quand tu gagnes les 24 heures de Spa, qui est la plus grande course GT au monde, t'es pas sur une séance d'essai au Paul Ricard, en Cup et tout. Quand tu l'appelles, il dit, mais non, je suis déjà au Paul Ricard. Je dis, mais t'as gagné Spa hier. Et puis le lendemain, il est en essai ailleurs. Enfin, je veux dire, il faut être passionné. Il n'y a qu'un passionné qui peut faire ça. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça par passion. Parce que t'aimes ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a suffisamment galéré, sans moyens, alors que personne ne lui a fait confiance, alors que c'est le seul qui a dû faire 2 fois le Porsche Scholarship qu'on n'a pas voulu de lui. Il trouve à rebondir chez McLaren. Il gagne, il va chez Ferrari, il gagne, et maintenant il retourne chez Porsche. Par Porsche. À boucler. Même si je suis assez vénère que Ferrari ne l'ait pas pris comme pilote officiel, mais ça, c'est un autre débat. Ouais.
Justement, je voulais conclure avec ça. On va pas trop prendre de temps à Serge. Voilà, Laurent, à juste titre, on apprend dans la presse, comme tout le monde, hein, qu'il a signé chez Dynamique, notamment. Il y aura peut-être sûrement d'autres programmes à venir, mais qu'il retourne chez Porsche. Nous, en tant que, pas supporters, parce qu'on supporte tout le monde, mais on se dit, tiens, étonnant, pourquoi Ferrari se passe, alors, je dirais d'un tel talent, d'un tel pilote, tout simplement, avec tout ce qu'il a remporté, ce qu'il a prouvé, notamment cette saison et toutes les autres. Serge, c'est à vous que je m'adresse. C'est peut-être une question un peu délicate, où vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est un petit peu dommage que Ferrari ne souhaite pas le conserver, si je puis dire. Si je vous disais ce que je pense, ce serait forcément off. Et oui, je sais bien, c'est pour ça que j'hésitais à poser la question. Et il ne faudrait surtout pas que Côme puisse entendre ma réponse. Mais bon, dans tout ce que Laurent vient de dire, il y a aussi une personne qu'on n'a pas citée qui s'appelle Philippe Dumas, qui a été quelqu'un de très important dans la carrière de Côme et qui l'est toujours. Bon, après, la vie, elle est faite comme ça. Ce scholarship, ça me fait plaisir que Laurent en parle. C'est comme ça. Le pilote moderne parfait, il va vite, il est intelligent, il ferme sa gueule quand c'est le moment, il fait ce qu'on lui dit de faire, comme l'a dit Laurent. Et c'est un bagage qui n'est pas facile. Après, mon regard, il n'est pas important. Il n'est pas important. Voilà. Moi, c'est mon fils, quoi qu'il arrive, et de toute façon, je ne serai pas objectif. Donc, voilà, on s'aperçoit que la carrière d'un pilote de F1, maintenant, elle commence à 18 ans, et que la carrière d'un pilote, quand on prend un mec comme Mako, à 30 ans, il est juste au début de sa vie. Il est juste au début de sa vie. Il y a pas 15 ans, Mako se battait avec Kevin Estre en Porsche Cup France. Regardez où ils sont tous les deux aujourd'hui. Mako est beaucoup plus vieux que Kevin, beaucoup plus vieux que Côme. Voilà, et remercions le ciel que les constructeurs ne soient pas encore à la recherche de pilotes qui vont vite et qui ont le budget, parce que j'ai peur que ce soit l'avenir de nos jeunes. Oui. Ouais, voilà. Et pour arriver, oui. Et juste pour rebondir par rapport à ce que dit Serge, entre Côme, Kevin et Fred ont un point commun, c'est que les trois ont fait de la Cup, les trois ont brillé en Cup, et les trois se sont fait bouler par Porsche avant d'y revenir. Et les trois ont été plus ou moins, un peu plus Côme et Fred avec Philippe Dumas, qui est, je suis d'accord, quelqu'un d'exceptionnel en plus, humainement parlant et sportivement parlant, et d'ailleurs à tous les niveaux. Et Kevin aussi a roulé un peu pour Exis, donc on va dire que les trois ont quand même des points communs. Voilà. Ouais. Magnifique en tout cas, saison de Côme et de ses coéquipiers, de ses équipes aussi, Iron Link, CAF Corse. On s'est vraiment régalé. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur, Serge, d'être venu nous voir. Ça fait très très plaisir. Et puis d'avoir un papa de pilote sur un live, on ne l'avait jamais fait, on ne l'avait pas eu. On a pensé à vous. Et je vous remercie aussi de commenter sur le groupe Facebook. D'ailleurs, on a échangé ensemble pendant Calami. Donc c'est toujours sympa d'échanger avec le papa d'un pilote qui est en course. C'est toujours très très agréable. Et puis pour les membres du groupe, évidemment. Voilà. Merci de votre accueil. Juste un petit mot à Laurent, je profite puisqu'il est là. Je vous en prie. Laurent, je ne suis pas encore inscrit, j'ai honte, mais je suis tellement gland avec l'informatique. Mais je te promets que je veux être abonné d'Endurance Info. Mais pas de problème. Voilà, c'est pas normal pas de problème, Serge. Allez, merci pas de problème, à tous. Serge. Très bonne soirée. Bon appétit. Hein. Merci. Vous êtes génial. Merci Serge. Au plaisir, c'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Serge. Et passez le bonjour à Côme. Merci. Avec plaisir. Ciao. Merci. Au revoir. Voilà, on s'est régalé évidemment et j'espère que Côme aura une saison aussi remplie en 2022 qu'en 2021. Voilà ce qui a été pour l'actu GT, notamment avec la fin de l'Intercontinental. Je vais passer la main à mon acolyte, mon teammate, Alban, qui va traiter évidemment du sujet du moment, les deux courses qui ont lieu à Dubaï, voilà, dans le cadre de l'Asian Le Mans Series. Voilà, ce week-end. Eh oui. Et qui mieux pour nous aiguiller, Laurent, parce qu'il est sur place. Alors Laurent, cette année, il y a un grand cru en GT. On a 23 voitures. C'est un record, ça. Je crois que c'est le record de GT en ACO tout court. Et pour être totalement honnête, j'ai calculé, parce que je suis en train de préparer un article là-dessus, je pense que c'est sûr, 23 GT en Asian Le Mans Series, ça correspond à peu près au nombre total de GT3 qui ont roulé en Michelin Le Mans Cup depuis le début du championnat.
Ouais. Donc ça laisse, tu vois, ça montre que le GT3 intéresse, parce je crois qu'on a eu 30 voitures en Michelin Le Mans Cup en tout depuis la création du championnat, en GT3 je parle, parce qu'en P3 ça va bien, mais en Asian Le Mans 23 c'est quand même assez exceptionnel et il y a beaucoup de bons équipages, beaucoup de très bonnes équipes. Et contrairement à l'année passée où il y avait une invitation en GT en fonction du nombre d'engagés, là, même si tu as 23 engagés, tu as une seule invitation qui sera donnée aux champions GT3. Et j'ai un peu fait le tour des popotes aujourd'hui dans les équipes GT3 et tout le monde te dit la même chose. Tout le monde te dit merde, ça va pas être simple. Bah, Laurent, quand on regarde l'entrée liste, la liste d'entrée, il y a beaucoup du plateau GT World Challenge qui sont présents. Oui, il y a pas mal d'équipes du GT World Challenge. Tu as aussi des nouvelles équipes du GT World Challenge qui viennent pour la première fois dans une série Le Mans, notamment le team de Uber Haupt, le Haupt Racing Team, ou plus connu sous le nom de HRT, qui débute. Dynamique et Attento. Dynamique aussi qui vient, il y a Attento, donc tout ça c'est des nouvelles équipes. L'année dernière et encore cette année, on a Rinaldi, tu as Inception Racing qui roule aussi, tu as Kessel qui roule, tu as F Corset. Donc c'est sûr que, moi, j'ai un peu l'impression d'être dans un paddock GT World Challenge et dans un paddock GT3 au sens large du terme, parce que comme tu as 9 LMP3 quand même, tu n'as que 4 LMP2. Donc forcément, tu regardes un peu plus le monde du GT où moi, c'est des gens que j'ai l'habitude de côtoyer un petit peu toute l'année, quoi. Et surtout, il y a encore un pilote qui est présent depuis le début de l'année. On retrouve Alessandro Pierguidi. Daytona. Ça fait partie des 4 pilotes de mémoire, je crois, 4 pilotes Platinum qui roulent en Asian Le Mans Series. Donc, et tu as encore Alessandro Pierguidi qui peut encore faire quelque chose de bien, encore sur une Ferrari, évidemment, forcément. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et une Ferrari officielle, bien sûr, à F-Corse. La 51. Officielle. C'est pas une Ferrari officielle, c'est une Ferrari soutenue par l'équipe qui roule en Ferrari officielle. Mais si tu veux, ici en Asian Le Mans, c'est la même chose. À la part qu'eux, ils ont un pilote officiel. Mais bon, tu prends Rinaldi, ils ont aussi un pilote officiel avec David Erigon. Donc bon, là, on a quand même affaire à des équipes privées. On n'est pas dans le cadre de l'Intercontinental GT Challenge où c'est un peu plus pointu, ou le cadre du WEC où là, c'est vraiment Ferrari quand même qui met une petite touche. Même si c'est F Corset qui fait rouler les voitures. Donc du coup, on l'a dit, il y a 9 équipes rookies, on va dire, 9 nouvelles équipes qui entrent. On a G-Drive qui revient en LMP3 ce coup-ci. Ouais, alors je suis pas vraiment d'accord parce que c'est pas vraiment G-Drive. La bannière est G-Drive, mais le team c'est Graf qui fait rouler la voiture. Tu vois, donc on a pris la licence russe. D'accord, parce que Graf en plus roule en LMP2 ce coup-ci. Devrait rouler, ou du moins j'espère qu'il va rouler, parce qu'ils n'ont pas la voiture. C'est eux qui sont en... Ouais. Le container n'était pas arrivé encore en fin d'après-midi. Et bien sûr, Laurent, toi... Ouais. Excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, c'est juste pour dire, le container est a priori pas très loin. Il est en douane, il est bloqué en douane et il n'est pas arrivé encore. D'accord. Et en plus, il y a une chose qui est quand même favorable dans le contexte actuel, c'est qu'il y a le retour des spectateurs sur le circuit. Ouais. Il n'y a pas de gros... Alors, comparé en Europe, ils ne peuvent pas se plaindre. Non, maintenant, on va pas se voiler la face. C'est pas le genre d'endroit où tu as le plus de public. Tu as eu beaucoup de public. Alors, je suis bien placé pour le savoir. Je peux en parler parce que j'étais là pour le meeting historique au mois de décembre, le Gulf historique. Les 24 heures de Dubaï, c'était à guichet, c'était à huis clos, pardon. Sauf les spectateurs avaient accès à la tribune face au stand. Bon, c'était assez léger. Maintenant, après, tu auras quand même des spectateurs, je pense, mais c'est pas, il faut pas s'attendre non plus à des milliers de spectateurs, je pense pas. Non, bien sûr. Ça n'a rien. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le championnat. Hein. C'est juste le pays aussi qui fait que c'est pas tellement un pays quand même très typé motorsport, à part la Formule 1 à Abu Dhabi. Exact. Laurent, LMP2, on a dit 4, 3 Oreca, une Ligier. Donc petit plateau ce coup-ci en LMP2. Ouais. C'est un peu si tu veux, si on doit mettre un petit bémol au championnat, ça manque de LMP2. Ouais. L'année dernière, excuse-moi. T'en as une qui roule à... Non, t'en as une qui va rouler à Abu Dhabi parce que là, elle est en essai aujourd'hui, elle va rouler demain, c'est celle de United Autosport. Ça va envoyer à mon avis vu l'équipage, mais c'est sûr que comme tu dis, ici c'est un peu léger. Ouais. Et pour une fois, on a l'inversion, c'est qu'on a plus de l'MP3.
On en a 9. Alors, on a plus de LMP3 et on a 3 châssis qui roulent. Exactement. Ligier, Duquesne et Ginetta. L'unique survivante, la Ginetta. Mm. D'ailleurs, avec Conrad, qui lui a l'habitude de rouler sur des voitures assez atypiques, quoi. Il a toujours sa couleur de vert turquoise et noir. Donc, Ouais. franchement, miser sur une Ginetta à l'heure actuelle, est-ce que beaucoup de teams auraient fait ce pari? Non. Zéro, on est d'accord. Donc, voilà. Je dis pas. Alors attention, parce que je dis pas que la voiture n'est pas bonne, mais le problème c'est qu'elle manque de roulage, et elle manque de développement, et elle manque de suivi, et elle manque de course tout simplement. Je veux dire, quand tu t'adresses face à Ligier notamment, et après tu as Duquesne qui est venu, c'est un peu compliqué pour Ginetta quand même. Hein. Même si mon ami Miro Konopka, on a 3 dans son garage, mais bon, c'est pour ça qu'elle roule. En plus, en LMP3, on a un beau plateau de pilotes. On a pas mal de pilotes francophones. On a des petits jeunes comme De Barbua, Coop, on a Steven Palette, on a Doquin, Crespin. Donc, plateau assez francophone, c'est ce qui est pas mal. Et surtout, les 2 protos additionnés, ça arrive pas à tenir la dragée haute au GT. Donc, du coup, la bagarre sera plutôt en fin de peloton, on va dire. Ouais. Mais est-ce qu'on va avoir des GT3 plus rapides que les MP3? Évidemment que si tu mets un pur gentleman driver de ma trempe, c'est sûr que si je roule en MP3 et je me fais taper par un Pierre Guidi, forcément, ou un Ben Barnicot, si tu veux, je vais être un peu dans le dur. Parce que bon, tous les pilotes, quand tu vois certains pilotes, il n'y a pas que des flèches non plus. Faut appeler un chat un chat. Maintenant, bon, une P3, normalement, ça va quand même nettement plus vite censé aller plus vite qu'une GT3 quand même. Heureusement, j'espère. Ouais. Mais si on se souvient bien, il y a quelques années, on avait une P3 qui arrivait à venir s'immiscer parmi les LMP2 en début de course, avec notre ami, comment il s'appelle, Nigel Moore. Exact, qui était chez Inter Europol d'ailleurs. Qui a été chez Inter Europol, ouais, et qui a roulé sur une équipe asiatique en Asian Le Mans. Et je me souviens en début de course, notamment, je crois que c'était à Sepang, où à Sepang, il était limite en tête de la course avec sa P3. Et bon, ça n'a pas duré parce qu'après, il y a un gentleman et tout, mais au début de course, il arrive à tenir la dragée haute au P2. Donc, tu vois, tout est possible. Après, moi, ce qui m'a un petit peu heurté, d'habitude, on voit toujours le team à Narim Kartikeyan. On le voit pas cette année. Tu sais, le Racing Team India, on le voit pas. Oublie. Il n'est pas inscrit. Non. Du coup, est-ce la fin du team? C'est la même chose. C'est un peu la même chose que G-Drive. Le Racing Team India, c'était une licence indienne pour faire les 24 heures du Mans avec Narim Kartikeyan. Je crois qu'il y a eu des... Comment on va dire, pour rester correct, des soucis un peu financiers, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que l'aventure s'est arrêtée, mais c'était Pro Algarve qui était derrière l'engagement de la voiture. Donc c'est un peu un nom, c'est un peu en marque blanche pour Algarve Pro Racing. Et je suis pas persuadé qu'on voit Racing Team India. Bon, Laurent, LMP2, on a quand même 5 équipes. Là, pour moi, la meilleure armée pour le moment, c'est iClass. Est-ce qu'on peut leur donner le statut de favori? Ou Nielsen, on peut espérer que Nielsen sont un peu frais en LMP2. Ils ont fait Le Mans, mais les pilotes te connaissent bien. Il y a Ben Hanley quand même qui était chez Dragon Speed. Il y a Matt Bell aussi qui est le frère de Rob Bell aussi qui va quand même très vite. Donc je pense qu'entre iClass, je sais pas trop. Le troisième pilote, il y a très longtemps qu'il n'a pas roulé en LMP2. Kevin Wheeler. Donc, bon, s'il y a une pièce à mettre, après, iClass, comme tu dis, a plus l'expérience par contre du LMP2 que peut l'avoir Nielsen. Mais Nielsen a aussi beaucoup d'expérience quand même en LMP3 maintenant. Donc, bon, je pense que les deux, ça va jouer, quoi. Ouais, peut-être Graf en embuscade, mais... Peut-être Graf en embuscade s'ils arrivent à récupérer enfin leur voiture. Mais parce que David Drew est un jeune qui va très vite. Eric Trouillet a déjà roulé dans le passé aussi en LMP2. Et donc comme c'est le même trio en plus qui va rouler cette saison en ELMS chez Graf, donc ça permet aussi de faire un petit peu de roulage aussi pour préparer la saison européenne et Le Mans. Ouais.
Par contre, la LMP3, ça risque d'être un petit peu plus sévère. Entre DKR, le Nielsen et on va dire G-Drive. On peut pas dire que le podium est joué, mais eux, ils vont truster les premières places par rapport aux résultats qu'ils ont eu aussi. Donc, je pense que DKR, si la voiture n'a pas de problème, tu vois, si tout va bien sur la voiture, je pense qu'au niveau de l'équipage, on est pas mal. C'est solide. Ouais, c'est très solide. Même s'il y a un petit Mexicain, là, un nouveau, là, j'ai vu cet après-midi, là, qui débute dans le team. Mais Lorenzo, ça va très vite. Et Mathieu de Barbea, on a vu que ça allait vite aussi. Donc, si tu veux, je pense que là-dessus, ça va quand même suffisamment. Ça devrait aller suffisamment vite. Ouais, sachant que... Excuse-moi, Alban, je crois que Sébastien Alvarez, il vient à Monoplace. Ouais, j'ai regardé un petit peu cet après-midi son pédigré. Son CV. Ouais. Son CV, merci Alban. Il est tard. Et ouais, ça risque d'aller vite, comme tu dis, mais peu d'expérience finalement en endurance, voire pas du tout, si j'ai bien compris. Ouais, mais ça il faut s'adapter, hein. Sans problème. Je dis pas que c'est le maillon faible. Hein. Non. Si tu viens de la monoplace, tu as l'habitude quand même de rouler avec des voitures avec de l'aéro. Tu n'as pas l'habitude de partager ton baquet parce que tu roules évidemment en solo en monoplace, mais bon, je me fais pas trop de soucis. Et puis les deux autres vont. Qu'aujourd'hui, il a passé pas mal de temps avec Lorenzo dans le stand, donc pour lui expliquer un petit peu tout. Donc et Lorenzo qui va avoir un programme plutôt chargé cette saison. Hein. Ouais, parce qu'en plus, il est passé gold. C'est sa dernière course en silver, à son dernier championnat en silver, parce qu'il passe gold. Donc voilà quoi. Bon, par contre, le GT, Laurent, chaud pour déterminer une grosse hiérarchie là quand même. Hein. Voilà. Là, on va voir qui va. Alors, pour moi, cette Asian Le Mans série, c'est un peu les essais de pré-saison pour moi. Je les catégorise en pré-saison. C'est là que tout le monde va se roder. On a des bonnes températures, on va chercher la performance tout en cherchant la fiabilité. Mais c'est une compétition, donc on a toujours aussi ce spectre de la casse et tout ça. Quoi. Bah, c'est un peu, j'en parlais cet après-midi avec Miro Konopka qui me dit, moi j'ai un peu l'impression ici, c'est les essais hivernaux de l'European Le Mans Series au final. Alors lui, il parlait plutôt pour la partie prototype LMP2 et LMP3. Mais le GT3, c'est un petit peu la même chose. C'est sûr que c'est des essais d'avant-saison, mais tu as quand même aussi un championnat à aller gagner, qui n'est pas simple à gagner. Et puis, tu as une invitation pour les 24 heures du Mans. Tu vois, si demain, j'en ai parlé cet après-midi chez Haupt Racing Team, ils n'ont pas du tout prévu d'aller au Mans. Si dimanche, dans une semaine, on leur dit, en fait, c'est vous le champion et vous allez au Mans, là, tu vas peut-être dire, ok, on peut aller au Mans. Vu que Haupt aimerait bien aller au Mans, probablement avec Mercedes à partir de 2024 en fonction de 2024 en fonction de la situation. Si tu as une voiture comme l'a fait Inception l'année dernière ou Rinaldi ou même Herbert Motorsport, tu loues une GTE et puis tu peux ou tu achètes une GTE et tu fais Le Mans. Y a pas de... Ça va être intéressant à voir du coup justement parce qu'on a, comme tu l'as dit, on a quand même pas mal de nouvelles équipes. Et on va voir si ces nouvelles équipes arrivent à bien s'intégrer au championnat. C'est des procédures qui sont un petit peu différentes des autres championnats GT. Tu as aussi les pneumatiques qui jouent un rôle parce que d'habitude, les GT3, 95% des championnats, c'est des Pirelli. Là, tu passes à des Michelin qui sont sensiblement à quelque chose près les mêmes qui roulent en DTM. C'est la même composition. Et tu vois, une équipe comme Haupt qui fait du DTM avec ses pneus, peut-être un peu plus d'avantages que Attento qui roule en GT World Challenge avec des Pirelli, par exemple. Exact. Et en plus, ce qu'il faudra voir, c'est que l'année dernière, GPX avait gagné le ticket pour Le Mans. Ils l'ont remis en jeu. On avait 4 invitations, je crois, que l'année dernière au Mans. Et là, cette année, il n'y en a plus qu'une. Donc là, ça va être encore un peu plus serré. Moi, il y a quelque chose que je vais bien surveiller, ça va être les débuts de Yifillet en GT. Là, ça peut être intéressant de voir comment se débrouille cet espoir Porsche, quoi. Donc, il est chez Herbert. Herbert, valeur sûre en GT. Tu as 3 voitures ici. Ouais, exactement. Alors, Laurent, on a été un peu en mi-figue, mi-raisin sur les BM à Daytona. Est-ce qu'elles vont un peu mieux sur des températures un peu plus clémentes à Dubaï ? Est-ce qu'on verra ça demain au chrono ? C'est ça que tu veux nous dire ? Non, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est pas des températures plus clémentes parce qu'il a fait froid à Daytona chaud. Et là il fait chaud. Excuse-moi, plus chaud ici. Plus favorable, plus favorable. On l'a vu tu l'as vu au 24 heures de Dubaï, tu avais 3 BMW M4 GT3, elles ont toutes les 3 vu l'arrivée. Maintenant, c'était pas des équipages pro. Là, ici, sur les 2 Valkenhorst, tu en as une qui roule en ham.
Donc, avec tout le respect que j'ai pour Henri Valkenhorst, qui est le patron du team, et ses coéquipiers, c'est pas celle-ci qui va rafler la mise. Maintenant, ce serait quand même une surprise parce que c'est le début de carrière de la M4. Je pense que tous les petits soucis vont être vite réglés, j'espère, par BMW. Mais le problème, c'est que je suis bien incapable de... Tu parlais tout à l'heure de hiérarchie, et je suis bien incapable de te sortir une hiérarchie aujourd'hui. Bon, ça roule que demain en fin de journée pour des essais privés. Et si tu me rappelles demain soir ou même vendredi, je pense que je t'en dirai pas plus parce que j'en sais rien au final. Tu as tellement de voitures, tu as tellement de marques en plus différentes, avec des petits nouveaux, avec des gens qui connaissent bien le championnat. Donc, si tu veux, il y a des équipes, pour être totalement honnête, que tu prends le YC Panda Racing avec son Audi R8 là, et j'ai déjà jamais entendu parler de l'équipe. Donc, tu vois, tu pars un peu avec un handicap. Et c'est pas aujourd'hui que j'en ai entendu parler, parce qu'en plus, il y a que des Chinois quasiment. Donc, pour arriver à trouver quelqu'un qui parle anglais, déjà, c'est pas forcément simple. Mais non, je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et le gros avantage, parce que c'est pas le but de l'Asian Le Mans Series, parce que le but de l'Asian Le Mans Series, c'est d'aller rouler au Japon, en Chine, en Australie, en Malaisie, en Thaïlande, ou dans des pays comme ça. Et le gros avantage depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, même l'année dernière et cette année, c'est qu'il n'y a que 3 heures de décalage avec l'Europe. Donc c'est beaucoup plus facile à suivre, entre guillemets, pour vous qui êtes en Europe. Alors que si tu tapes 6 heures de décalage horaire, où en France, il est 3 heures du matin quand il y a la course, elle part. Là, je veux dire, la course a lieu le soir. En plus, pour tout le monde, c'est facile. En plus, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir voir la course en intégralité. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et oui, tout à l'heure, on parlait de Panda, pas confondre avec Matt Panda qui est en GT World Challenge. C'est pas du tout la même. Exactement. Tout pareil. Voilà. Rien à voir. Bon, Laurent, les forces en GT3, on a 2 R8, 2 M4, 2 AMG GT3, on a 3 Vantage en Aston, 4 McLaren, 5 Porsche et 5 Ferrari. Le compter. Ah, mais c'est pour ça, je te dis. Si tu vas, justement, c'est le Garage 59 qui débute avec la McLaren. Tout à fait. Donc tu dis, ah tiens, ça c'est pas mal aussi, parce que Garage 59 connaît la McLaren. Alors pas ce modèle-là, mais le modèle précédent. Donc, je sais pas. C'est intéressant. Franchement intéressant. Exact. Bon, on va clore l'Asian, parce qu'on a pas mal parlé. Laurent, on reste dans le giron ACO. Bientôt la liste LMS. Écoute, les équipes avaient, je crois, de mémoire jusqu'à hier soir pour s'inscrire. Donc, on peut supposer qu'on aura la liste. Les équipes commencent à s'annoncer petit à petit. On a eu IDEC aujourd'hui qui reconduit son équipage 2021 avec Patrick Pilet, Paul Lafargue et Paul Louchatin. Et on aura une autre équipe LMP2 qui va annoncer son programme vendredi. Alors, ça tombe bien, Laurent, parce qu'on a des questions dans le chat qui tournent autour de l'ELMS. MPMP. Actuellement, les équipages LMP2 en EMS annoncent leurs pilotes. Au regard des engagés WEC, il y aura des équipes françaises aux 24 heures du Mans en LMP2 avec un point d'interrogation. Il nous cite Panis, Duquesne, Graf, IDEC. Est-ce possible qu'on les voit? Ouais, tout à fait. Oui, parce que, alors évidemment, ces équipes-là doivent passer devant un comité de sélection. Mais c'est des équipes qui sont tellement fidèles au championnat ACO. En plus, c'est des équipes qui ont montré de belles choses aussi bien en ELMS qu'au Mans. Je les vois pas être refoulés. Il va forcément falloir prendre des équipes LMP2 aux 24 heures du Mans. Tu peux pas avoir que des GTE-AM. On sait que le plateau GTE-AM ces dernières années était suffisamment conséquent. Alors c'est sûr qu'avec un plateau de WEC qui est comme ça, où tu as près de 40 voitures quasiment, même si je pense que par rapport à la liste des engagés à l'année qui a été donnée, c'est que mon avis, je pense qu'on n'aura pas les 2 Peugeot de toute façon, que de Glickenhaus à Sebring avec une seule, il y en aura 2. Donc ça va laisser on va dire une place supplémentaire si tu enlèves 2 Peugeot et que tu mets une Glickenhaus. Donc je pense que les équipes que tu viens de citer, je vois pas pourquoi elles ne seraient pas au départ des 24 heures du Mans. Justement, Laurent, tu me tends la perche. Qu'est-ce qui se passe autour de Glickenhaus? Il y aurait déjà un privé qui se serait intéressé à la 007? Non, pas du tout. C'est juste que c'est le propriétaire de la voiture.
de ce châssis-là, qui est un revendeur et qui est le dealer Glickenhaus pour une partie des États-Unis. Et c'est le propriétaire de la voiture et qui a roulé à Sebring avec, entre guillemets, sa voiture. Et ce qui est assez étonnant parce que du temps du LMP1, déjà les voitures appartenaient aux constructeurs, donc c'était pas des privés. Et c'est assez, entre guillemets, marrant qu'une voiture qui est encore en activité, du coup, roule en essai comme ça avec son propriétaire à Sebring. Je trouve ça assez original. Parce qu'on avait vu Glickenhaus qui nous expliquait que lui, il était prêt à faire customer pour des teams privés. Ouais, donc, on a tout de suite dit attention, peut-être. Non, c'est pas un troisième châssis, c'est un des deux châssis qui appartient à un client qui a été avec l'autre voiture. Les deux voitures ont été rapatriées aux États-Unis dans la foulée des 24 heures du Mans pour être préparées et tout pour la saison. Et c'est le client de la Glickenhaus 007 LMH qui a roulé avec la voiture, qui est Jason McCarthy, qui est un pilote qu'on a vu notamment au Ferrari Challenge et qui roule avec sa voiture. Il a raison, s'il peut se faire plaisir en plus à Sebring. Non, mais je trouve ça assez sympa et assez original, on va dire. Exactement. Encore en WEC, Laurent, tu nous as publié un article sur la venue d'un autre pilote en F1, un autre pilote de F1, peut-être qui viendrait chez G-Drive, le russe Kvyat. Ouais, Daniil Kvyat, oui. Ouais, sur la numéro 26, qui est déjà le numéro cher au pilote russe qui est né à 26 avril. Donc ce serait tout bénef. Bon, maintenant, pour avoir échangé avec Roman Russinov aujourd'hui, selon lui, c'est pas encore signé à 100%, mais bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et ceux qui ont été observateurs sur le site du WEC, alors je ne sais pas si ça y est encore, mais quand tu tapais G-Drive Racing, il y avait le nom de Daniil Kvyat sur la numéro 26. Donc, voilà, on peut penser que ça reste en bonne voie. C'est pour épauler donc James Allen et René Binder sur la 26. Exact. Du coup, ce serait plutôt lui on va dire le porteur d'eau. Ça sera première saison. Les deux autres ont déjà une saison dans les pattes, si tu me permets l'expression. Ouais, plus même, parce que James Allen roule depuis un petit moment en P2 et René Binder aussi. Donc, bon, moi je suis pas du tout calé en F1, donc je peux pas te dire ce que va valoir Kvyat. Ça va vite. Je sais qu'il y a quelques années, il avait été pressenti pour rouler sur une BR, notamment au Mans, et ça l'avait pas fait. C'était pas allé au bout, qui était aussi avec un team russe d'ailleurs. Et bon, après je sais pas. Ça rajoute un ancien pilote de F1 encore. Donc ça prouve aussi que, alors ok, il est plus en F1, donc il pourrait dire ouais, je viens là comme une voie de garage, mais ça prouve aussi qu'avec l'arrivée des constructeurs, il y a une certaine embellie sur cette catégorie hypercar. Si je peux me permettre, Laurent, je profite de la partie F1 juste pour stipuler qu'il a quand même fait les essais avec Alpine, etc. Enfin voilà, il a quand même encore bossé récemment avec des écuries en F1 en ce qui concerne Daniil Kvyat. Donc à voir. C'était pas lui le copain de la fille de Kelly Piquet? Non, c'est Max Verstappen. Non, avant. Si, il l'a piqué. Il y a toute une histoire. Il a piqué Piquet. Il a piqué Piquet. Ouais, je connais rien à la F1, mais je connais Kelly Piquet. Ça, il sait, Laurent. Tu t'intéresses un peu quelque part. C'est un début. Je suis meilleur sur Kelly Piquet que sur les pilotes de F1. Écoute, ça va vite aussi. Je sais pas. C'est une famille qui a une belle lignée en palmarès aussi. Piquet, ça va vite aussi, Laurent. Piquet, ça va vite. Ouais, vous allez au piquet, les mecs, c'est bon. Allez, on va là-dessus. On va au courant. Yes, donc du coup, Laurent, on va pas non plus abuser de ton temps. Le dernier petit point, tu nous as gratifié de la Cadillac, la GTP. C'est un petit peu la news de la journée, ouais. La Cadillac GTP, qu'on a vu un petit teasing de la part de Cadillac qui confirme évidemment son arrivée en GTP et pour le championnat IMSA et en LMDH Hypercar pour le championnat WEC et donc les 24 heures du Mans. C'est la première américaine qui se dévoile. C'est la première américaine qui se dévoile, ouais. C'est la première américaine qui se dévoile. Ouais. Je crois qu'on va attendre un peu encore pour la Cura notamment, qui elle est développée par Oreca. Alors attention, là, c'est pas dévoilé. Hein. C'est un teasing. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est la première américaine qui ouvre le bal. Ouais, mais oui, tout à fait. Bon après,
je regrette un petit peu dans ces histoires de GTP, c'est super con. Enfin, pour nous, c'est simple parce qu'on baigne dedans, mais pour quelqu'un qui connaît pas, donc ça va être une Cadillac GT. On parle de Cadillac GTP, mais en WEC, elle s'appellera LMDH, enfin LMH, enfin non, Hypercar, même moi je me trompe. Donc elle s'appellera même pas LMDH, elle s'appellera Hypercar parce que c'est la catégorie Hypercar, et aux États-Unis, tu as la catégorie GTP qui regroupe les deux catégories. Donc, ça, voilà. Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux, mais bon, les Américains ont encore voulu faire différent. Parce que là, pour l'instant, là, on peut quand même dire c'était l'Europe qui avait dégainé en premier. Hein. Avec la Porsche oui, c'est la Porsche. Non, avec le côté la catégorie Hypercar. Hypercar, oui, ça GTP. Oui. Mais ils avaient qu'à appeler ça Hypercar. Ils s'emmerdent à appeler ça GTP. Je veux bien croire que c'est américain, mais tu te trompes. Enfin, je veux dire, Hypercar TP. Ouais, c'est ça, ça va compliqué. Non, mais tu compliques encore la chose pour les gens qui sont pas du milieu. On a un truc simple. On parle d'unification. Alors, je suis désolé, hein, mais on parle d'unification et on s'emmerde encore. Hein. Ils vont encore nous trouver un nom différent. Alors, ok, GTP, ça parle. Putain, on avait Hypercar. Qu'est-ce que tu te fais chier à appeler ça GTP maintenant? Tu appelles ça Hypercar, point barre. Mais non, évidemment, encore, les Américains, j'ai rien contre, hein, mais il faut encore un petit peu se différencier. Tu n'appelles pas ça GT3, mais GTD. Enfin bon. Ouais, parce que voilà, ils veulent la touche IMSA et voilà, on sait que le championnat, ils veulent pas s'unifier à 100% avec l'Europe, ils veulent garder leur identité. Ça vient peut-être de ça. Mais on parle quand même de voitures identiques. Exactement. Tu parles de voitures identiques et là encore, on n'est encore pas capable de dire LMDH. Pour le H de LMDH, entre l'Europe et les États-Unis, ils ne sont pas d'accord. C'est une catégorie FIA ACO qui est reprise par l'IMSA. Vous n'avez qu'à appeler ça comme l'Europe, comme la FIA et la CO, point barre. Mais non, il faut encore essayer de changer de nom. Alors, Laurent, tiens, on a une question de Ali Vellard. Monsieur Laurent, je profite pour vous demander si la Cadillac aura bien un nouveau moteur, car sur certains sites d'infos, il semblerait qu'elle va garder le moteur actuel. Je pense que ça, on va attendre un peu. Et il y a Ivan, qui est venu chez nous il n'y a pas longtemps. Il nous met V6 ou V8 pour la Cadillac. Ça n'a pas été dit déjà, ça? S'il nous pose la question, je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé à 100%. Alors, si ça n'a pas été dit, je ne vais pas le dire. Fallait pas le dire. Il me semblait que ça a été dit. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'article aujourd'hui, donc moi, je suis à Dubaï, mais il me semble que ça a été dit. Hein. Si Radou nous répond, c'est le V6. C'est le V6. Ouais. Ça a été dit. Il me semble que ça a été dit. Si, ça a été dit, Laurent. Ouais, il me semble. Je te dis, moi, j'ai pas fait l'article. Je savais pas si ça avait été dit. J'ai pas regardé, mais il me semblait que ça avait été déjà annoncé. Tiens, Nathan Badoc, Acura en LMDH. Normal, on aime ça. Est-ce que quand ils vont arriver au Mans, ils vont être badgés Honda? Faut déjà qu'ils arrivent au Mans. Parce que elle est pas mal sa question. Parce que regardez, en GT World Challenge, chez JAS, c'est bien la Honda NSX. Non, mais c'est surtout parce qu'aux États-Unis, la voiture, c'est Acura, qu'en France, en Europe, on n'a pas d'Acura, et qu'au Japon, elle s'appelle aussi la voiture Honda. Et qu'aux États-Unis, c'est HPD avec Honda qui développe un petit peu la voiture, alors qu'en Europe, c'est plutôt JAS Motorsport. Mais bon, je pense que s'il y a des clients qui veulent faire rouler une Acura en WEC et au Mans, on aura une Acura en WEC et au Mans, et elle s'appellera Honda. Voilà, alors en termes de questions, je pense que j'ai fait le tour. Quasiment. Donc, voilà. T'as un peu d'actu, Laurent, pour le Super Sebring qui va arriver? Un peu d'actu. À part que ça va être un week-end qui va être très chargé. Avec l'IMSA le samedi et le dimanche le Wake? Non. Ou le vendredi? Je crois pas. Je crois que c'est plutôt vendredi le Wake et le samedi l'IMSA. Ah, ils ont switché, d'accord. J'étais resté sur la Et non, ça va être chargé. Ça va rappeler un petit peu 2012 avec la première manche du WEC, qui était déjà à Sebring, mais dans le cadre ce coup-ci de l'American Le Mans Series, où là c'était une course commune, ce qui moi personnellement m'avait bien plu. Alors que là, tu as 2 courses séparées. Et quoi te dire que DKR va faire 2 courses aux États-Unis cette année en LMP3 pour préparer les 24 heures de Daytona.
l'année prochaine. Il y a une question d'Ali Bellard sur l'IMSA. Ouais, j'en profite, ça tombe bien. Merci Willy. Pourquoi en IMSA, les DPI partageront-elles tous le même moteur électrique? On connaît plus ou moins la réponse, mais... Électrique? Le moteur hybride. Je lis sa question telle qu'il a écrite. Ouais, mais c'est la même chose. C'est la même chose qu'en WEC. Hein. C'est un système commun en fait. Ouais. Et Ali, voilà, je lis sa question. Tu prends une voiture européenne que tu vas transférer aux États-Unis avec la même technologie en final. C'est la même voiture. Exact. Et là, il y a Laurent Maillet aussi, Alban, qui s'inquiète. Ouais, tu nous avais dit dans un précédent live que Lamborghini, tu nous avais dit en souriant qu'ils allaient appuyer sur le bouton vert, c'est ta phrase notamment. On s'attendait, n'est-ce pas, Alban, qu'à Daytona, on est de la nouvelle. Ça tarde encore un petit peu. Il n'y a pas de grain de sable dans la chaussure, je pense pas. Merci à Laurent pour la patate chaude. No comment. No comment, même entre Laurent, vous ne se prononce pas. Ne se prononce pas. On n'écoute pas, on coupe les micros. Non, mais à part que le projet est toujours d'actualité et que le projet n'est pas arrêté, et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ok. Bien. Bon, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Faut attendre un peu pour les surprises. Ah oui. T'en as pas une petite là? Allez, vous nous donner en... Non? Il n'y a pas un petit scoop en live que tu as le droit de divulguer? Si. Enfin, ce sera à lire, mais qu'une équipe comme Inception Racing ne serait pas contre faire rouler une LMDH. Sous réserve qu'un, par exemple, Brendan Iribe, qui est quand même un petit peu la cheville ouvrière de l'équipe d'ailleurs, et du programme, puisse rouler dans ce type de voiture. Ce qui pour l'instant n'est pas sûr, parce qu'il est pilote bronze. Bon, c'est pas un scoop, hein, mais c'est une petite news qu'un team comme Inception Racing et que les équipes aussi qui roulent ici en Asian Le Mans Series, qui pourraient décrocher une deuxième invitation pour les 24 heures du Mans, notamment DKR, ou Inception, qui a déjà une voiture qui est prise en WEC, et pourrait très bien faire rouler 2 voitures au Mans dans le cadre d'une invitation. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore Laurent, Christophe Proto. Monsieur Alain Tanier, l'année dernière, vous avez fait un test anti-Covid. Tu peux nous en parler? Chantier. J'espère que cette année, ça va pas être la même, parce que la misère. Non, mais l'année dernière, il n'y avait pas de vaccin. L'année dernière, il fallait passer de Dubaï à Abu Dhabi. Et donc, comme il n'y avait pas de vaccin, c'était strict. Et même si Dubaï et Abu Dhabi, c'est le même pays, donc il y a, 110 km d'écart. Et donc, il fallait y aller par la route. Et donc, ils avaient mis une frontière et il fallait passer uniquement avec un test PCR qui avait moins de 48 heures. Je crois que c'était 48 heures de mémoire, 48 heures. Et donc, une fois arrivé à Abu Dhabi au circuit, il fallait aller refaire un test en arrivant au circuit. Et donc, au circuit Abu Dhabi, l'avantage, c'est que tout est proche, c'est-à-dire que tu vas du circuit à l'hôtel à pied, et donc tu peux tout faire à pied. Et là, on devait aller faire un test PCR. On était au même hôtel avec Alain, et on pouvait aller le faire. Donc, sur le circuit, il y avait un espèce de drive pour aller faire le test PCR. Et donc, on s'est dit, c'était à l'autre bout du circuit, donc à pied, il faisait quand même assez chaud. Donc, on s'est dit, on va prendre un taxi. Mais un taxi qui nous a emmenés sur, je sais pas, le temps de rentrer sur le circuit, il fallait faire tout un tour, mais je sais pas, on a fait quoi, 2 km peut-être. Et on prend le taxi avec Alain, il fallait faire la queue. Et on était en taxi, et on était la 4e voiture, je crois, donc facile. Et on a attendu 4h30 avec le taxi. Et pas possible de... Ah mais non, mais un truc de fou. Et pas possible de virer le taxi parce qu'il y en avait quelqu'un devant, quelqu'un derrière et quelqu'un à côté. Donc le taxi était obligé de rester avec nous 4h30. Et on a attendu 4h30 pour faire un test PCR avec Alain. Et ce qui fait que c'était... et on a payé... alors évidemment, quand on est arrêté avec le taxi, qu'on roule pas, on paye moins cher. Mais ça nous a coûté, je sais plus, ça nous a coûté un bras pour faire 4 km en tout au final. Ouais. Et 4h30. On est arrivé en tout début de matinée, on est revenu à midi et des brouettes. Un truc de fou. On va dire c'est les urgences des hôpitaux français? Non.
Non, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Il y avait 2 fils. Après, ils ont supprimé une file juste devant nous. Il a fallu se remettre dans l'autre file. Enfin, un truc. Oh là là, le chantier. Ah, oui, à l'américaine où tu fais les tests dans les voitures, c'est ça? C'est ça, ouais. Eh oui. Ah, tiens, Laurent, une dernière question. Ali Vellard, là, il est chaud là. McLaren va annoncer leur programme pour le LMDH le mois prochain. Oui, non? Joker? Le mois prochain? Bah, c'est ce qui marque, ouais. Et sur quel LMDH? C'est une question qu'il pose. C'est pas une affirmation. Ouais. Non, c'est une question. Ouais, c'est une question. Et si tu as parlé d'Assumption et il demande sur quel LMDH? Ah non, Inception, j'ai pas dit que ce serait avec McLaren en LMDH, c'est juste. Non, il demande sur quel LMDH ce serait possible. On sait pas là, c'est trop précoce. Ouais, et puis sur une LMDH qui sera disponible à la vente, hein. Inception roule en McLaren et au final, Inception a fait rouler une Ferrari avec Kessel l'année dernière au 24 heures du Mans et va faire rouler une Porsche toute la saison en WEC. Voilà. Bon, pour l'instant, Inception, pour en avoir parlé tout à l'heure avec Bas Linders, Inception pourrait faire peut-être les 24 heures du Mans, même 2024 avec la McLaren, pourquoi pas. Mais après, la LMDH, je sais qu'ils ne sont pas fermés à faire rouler une LMDH si l'occasion se présente. Après, toute une histoire d'opportunité, de budget et de possibilité de faire rouler aussi un pilote bronze dans la voiture. Parce que si la réglementation t'interdit de faire rouler un bronze, bah, t'es niqué. Exact. Alors, il a un complément d'info. Ouais. Ils l'ont annoncé par Zak Brown pour Motorsport. Ok. Si ça annonce. Ouais. J'irai voir ça, tiens. Si c'est annoncé par Zak Brown, ok. À suivre. Bah écoute, non, je pense que Zak Brown ne sera pas là la semaine prochaine avec United, mais je pense que Richard Dean sera là. Donc, Alors, et Marc Zak Brown, le directeur sportif de McLaren, a dit qu'il hésitait entre la Formule E et le LMDH. Ouais, enfin, ça fait 10 ans qu'on nous disait déjà que Ferrari hésitait entre la Formule 1 et l'endurance. Ça a duré 10 ans la blague, donc si tu veux, mais si c'est pour faire du chantage encore et tout, ouais, là ils hésitent plus, c'est sûr. Ils hésitent plus. Mais il a quand même fallu attendre un paquet d'années. Et là, faut pas louper le train là, parce qu'après, ça va être cher. Non, mais le problème, et j'en parlais justement cet après-midi avec Bas Linders, c'est que ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est est-ce que la catégorie GT3 aux 24 heures du Mans ou en WEC sera ouverte à tous les constructeurs LMDH. Ou est-ce que, je ne sais pas si ce sera le cas, hein, ou est-ce que ça pourrait être éventuellement réservé aux constructeurs qui ont déjà une présence en hypercar. Ouais. Et là, tu exclus du lot McLaren et Mercedes. Mercedes, exactement. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas, hein, mais il y avait des rumeurs pendant un temps qui disaient que, pour en avoir parlé avec Pierre Fillon, mais il y a déjà un petit moment, la question se posait même pas d'ailleurs, c'était ce sera ouvert aux constructeurs GT3. Maintenant, est-ce que les choses vont évoluer? Je ne sais pas. Parce que, bon, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas, et donc je pense qu'il va falloir encore attendre un peu. Comme il va attendre un peu, parce que là-dessus, moi, personnellement, je n'ai pas plus d'infos sur le futur LMP2. Ça aussi, c'est une question. Quel va être le futur LMP2? Est-ce que les équipes vont continuer à aller en LMP2? Et puis l'autre question aussi, c'est combien, ça c'est important à mon avis, c'est même primordial, c'est combien va coûter un programme LMDH. Et je pense, mais ça c'est comme mon avis perso, qu'il y en a beaucoup qui ont sous-estimé le coût global d'une voiture en LMDH. De par la technologie quand même, et de par le prix de la voiture. Il serait beaucoup supérieur à un P2? Ouais. Ouais. Si, la mise en œuvre quand même, hein. La propulsion, c'est pas rien. La mise en œuvre du prototype, que ce soit une LMH ou une LMDH, c'est quand même des voitures de très haute technologie. Hein, la LMH coûte plus cher. On est d'accord. C'est le constructeur, mais le LMDH, c'est une plateforme. Ouais, mais il faut l'exploiter avant quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, il est là le problème. Il est que tu as un système hybride, qu'il va falloir des stratèges, qu'il va falloir des ingés, et puis c'est pas un ingénieur que tu vas trouver qui vient du GT4 par exemple. Là, il faut quand même des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'hybridation et tout, et c'est pas simple la blague. Hein. Donc moi j'entends parler de budget, là, je me dis. Il va y avoir des ingénieurs F1 qui vont avoir des yeux doux là. Ouais, je sais pas, parce que c'est quand même deux mondes totalement différents et moi j'en sais rien, je suis pas comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je suis pas calé en F1, donc est-ce que les gens qui sont en F1, bon, je pense que si tu es en F1, tu es plutôt bien, déjà d'une bien payé,
Et de 2, tu es quand même faut pas se voiler la face, tu es quand même au summum du summum de la catégorie du sport auto. Oui. Mais ils ont le savoir hybride. Mais ils ont le savoir hybride. Après, le savoir hybride, tu prends des gens qui étaient chez Porsche en programme LMP1 et ils savent aussi, ou chez Audi. Exact. Okay. Donc, et tu peux aussi avoir des gens qui viennent de certains constructeurs qui n'ont pas forcément des voitures de course, et qui ont aussi des on va pas appeler supercars, mais des hypercars de route avec des systèmes hybrides. Aussi. Voilà. Ok. Eh ben, merci bien, Laurent. Laurent, on avait une petite surprise pour toi. Voilà. Ouais, alors c'est pas de moi, bien sûr. C'est Nathan Badoc. D'ailleurs, je vous invite à retrouver Nathan sur son compte Instagram si vous voulez. Il est passionné évidemment d'endurance. Nathan le connaît bien depuis très longtemps. Il s'est amusé à imaginer Endurance Info en endurance. Voilà. Alors Laurent, je te fais la surprise, mais il faut que tu la vois quand même, la surprise. La voilà, prends ton téléphone, va sur web, s'il te plaît. Et Willy va nous mettre ça à l'écran. Et Nathan m'a envoyé ça. J'étais très surpris. Il a passé beaucoup de temps. Et il a imaginé Endurance Info en LMP2. Elle est juste magnifique. Et je la trouve très très belle. Tu verras, il y a des petits détails dessus qui sont assez sympas, qu'on voit pas forcément comme ça tout de suite à l'écran. En tout cas, voilà, si ça t'inspire, Laurent, cette jolie livrée LMP2 de Nathan, et ben voilà, tu as déjà le design, tu as déjà la voiture, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à mettre des pilotes. Voilà. Ah, c'est sympa en plus avec les petits ailerons de requin et tout. Ah, c'est top. Voilà. Par contre, j'ai une question quand même pour Nathan. Oui. Est-ce qu'il a le budget avec pour la faire rouler? Oui. Il a le budget? Putain, Nathan, t'es trop fort. Ah oui. Si t'as le budget, on prend. Et sinon, en plus, il a les surprises. Sinon, je lui en parle pas. Il a les pilotes aussi, Nathan, ou pas? Oui, il y a Willy Chauvière, Jean-François Mamère et Alban Bansakelo. Et en team manager. On n'est pas cher, on prend pas cher. Et il y a Thomas Bastin et Thomas Bastin en chef du team, en directeur. Ouais. Ah putain, là, c'est mort. Ouais, c'est mort. Oublie. Non. Ouais, mais attends, Thomas il fait des bons pronos. Ça peut marcher. Vu qu'on est sur l'aspect gaming, on prépare quelque chose en gaming. Voilà, on vous en dit pas plus. On est en train de plancher pour une création de championnat. Et Laurent, tiens, justement, il faudra qu'on te demande quelque chose, justement, si on peut mettre Endurance Info sur les portières. Des voitures qui vont participer au championnat. Sans problème. Elle est belle la voiture de Nathan. Hein. T'as vu ce qu'il y a écrit sur l'aileron? Non, parce que c'est un peu de. On voit pas bien. Ah ouais, expert en pronostic. Voilà. Oh, putain. Voilà. Joli. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, écoute, on la partagera. Ouais, on la partagera avec grand plaisir. Ouais, elle est vraiment très très jolie. Merci Nathan. Ça marche. C'est pour ta grande passion du sim racing, Laurent. Ouais. Non, mais attendez les gars, et tout le monde me fait passer pour le loser du sim racing. Mais non, au contraire. J'ai jamais dit que j'aimais pas le sim racing. C'est juste que c'est pas ma cam. Voilà, on est bien d'accord. On l'a bien compris comme ça, nous. C'est pas ma cam parce que je m'y suis pas vraiment intéressé et que contrairement à mon cher et tendre ami Thomas, lui il est un peu plus dedans parce que lui il roule et tout chez lui et tout. Mais moi j'ai du sport auto toute la journée, toute l'année. Et je l'ai déjà dit, je le redis. Et quand je suis chez moi, je préfère enfourcher mon home trainer et faire du vélo et pédaler plutôt que de faire du sim racing. Exact. Mais par contre, je reconnais de toute façon qu'on peut pas passer à côté. C'est pour ça aussi que on va essayer aussi de développer. Alors ça, c'est pas moi qui vais le faire parce que je suis pas suffisamment connaisseur, mais on va essayer de développer aussi la rubrique sim racing. Mais il faut trouver des gens et tout. Alors Thomas va aider aussi un petit peu il a déjà fait quelques articles sur le sim racing. Mais l'idée, c'est d'en faire un peu plus. Hein. Je veux dire, moi, je critique surtout pas le sim racing. Hein. Ça se développe. C'est une discipline à part entière. On a eu deux éditions, deux très belles éditions des 24 heures du Mans virtuel que j'ai suivies quasiment de bout en bout. Il faut quand même vous le dire, quand même. Hein, quand même. Surtout la première parce que c'était la première et c'était un petit peu le côté découverte. Mais j'ai quand même pas mal suivi aussi la deuxième. Et quand je vois ce qu'on arrive à faire maintenant, mais je me dis, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais je me dis juste que j'ai raté le train. J'aurais dû m'y mettre avant que ça, tu vois, pour essayer d'amorcer un peu le truc, pour m'y intéresser.
Ça se récupère, Laurent. Ouais, mais j'ai pas. C'est une histoire de temps. Mais il y a aussi ça. Mais... tu pourrais monter un petit championnat Sim Racing Endurance Info aussi. Alors, j'essaie déjà de monter une course vélo sur Swift Endurance Info déjà. Donc déjà ça. Et la course Sim Racing, ouais, mais il faudrait que je joue comme ça. J'attends que Thomas m'offre un simulateur et tout, mais. Il t'a toujours pas offert le simulateur? Non, j'attendais à Noël. Il m'a jamais rien envoyé, salope. Laurent, il t'avait promis. À mon avis, vous faites le gagnant des pronostics. Et ben, t'essayes de gagner. Tu dis voilà, j'ai gagné les concours des pronostics de l'année. Tu me prends un volant. Il faut pas qu'un volant, mais. Parce que tu ça pars de zéro. Il faut tout. Ah non, mais moi, c'est que je pars de zéro, puis c'est surtout j'ai pas de talent. Bah, sinon, tu sais quoi, à la fin de l'année où tu vois avec le SRO pour qu'il te fasse un bon tarif sur les simulateurs qu'ils ont. Alors, par contre, pour être totalement honnête, les simulateurs qu'ils ont, les caisses là, pour les courses virtuelles, moi, j'en veux bien un chez moi. Hein. Ah bah, c'est du Fanatec. Rien que le simulateur, rien que ce qu'on appelle le Playsit, c'est 1000 €. Rien que l'arceau. T'as quoi avec ça? T'as le baquet, c'est tout? T'as le baquet, l'arceau, c'est tout. Faut que tu rajoutes le volant, le pédalier, la base. Ça fait un petit billet de 2000 €. Et la télé. Et la télé, ouais. Bon, tu peux prendre une télé. Donc. Et l'ordinateur, il est où? Et la place pour le stocker dans la maison. Et l'ordinateur. Il a raison, Willy. Et il a raison, Willy. T'as oublié le où? principal, la machine qui fait ton business. Ah ouais, mais là. Ah oui, il avait oublié ça. Mais... Laissez-moi avec mon vélo. Laissez-moi avec mon vélo. Ouais. Mais justement, avec le vélo, tu pourras alimenter le PC. Ouais, mais j'en vends un d'ailleurs. Je vends un home trainer et j'espère que ce sera plus facile à vendre qu'un simulateur. Oui. Joker, parce que les simulateurs, je peux dire que ça part très très vite. C'est vrai? Bah, putain, grâce au confinement et Covid, les prix ont multiplié par 1,5. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose pour les home trainers. Il y en a certains là qui ont pris un peu cher. Et ben voilà. Mais bon. Parfait. Donc pas de e-sport pour Laurent pour l'instant. Par manque de temps. Voilà. Et bien sûr, tous pareil, on a une vie aussi. Il faut quand même signaler que même si je suis pas du tout sim racer, j'ai eu la chance de rouler dans le simulateur AOTech pour faire les mêmes procédures que les rookies ou les gentlemen en 24 heures du Mans. Et alors, ça se coud? Ouais, ça se coud. Mais c'est pas un simulateur, c'est pas un simulateur de jeu, c'est un simulateur pour travailler. Donc, tu es dans le noir, ça te brasse dans tous les sens et j'ai réussi à me mettre sur le toit. Voilà. Ah, c'est normal si t'as pas l'habitude. On n'est pas tous pros de ça non plus, donc voilà. Ah non, puis c'était plus pour travailler les procédures au final que de faire un temps sur un tour, parce que le but n'est pas de faire un temps sur un tour, mais plus d'appréhender le circuit du Mans avec les slow zones, avec le changement jour-nuit, la pluie, donc c'est toutes les procédures. Mais maintenant, c'est un truc, moi j'ai trouvé que c'était un truc où il fait très noir, donc c'est très chaud. Et si tu fais ça après manger, t'as intérêt d'éviter la panna cotta au déjeuner. Et les fruits rouges. Et les fruits rouges. Ouais, mais après, c'est une bonne expérience parce que du coup, ça te permet aussi de t'imprégner directement. C'est immersif, quoi. Ah, mais c'est immersif. J'avais roulé chez Dams aussi avec le simulateur c'était la. Je sais plus ce qu'ils avaient. Je me souviens, j'avais roulé à Spa. Et pareil, j'ai fait un tonneau à Spa en monoplace. Alors déjà, ça donne déjà une idée du truc. Et non, faut un petit, tu vois, faut un toucher, faut une sensibilité que moi perso j'ai pas. Mais alors peut-être parce que j'ai pas l'expérience. Hein. Bah oui. Mais moi je suis resté à la première version de V-Rally, hein, donc si tu veux, avec ma PS, ma première PS. Donc si tu veux, on est loin. Je pars déjà avec un handicap. Comparé à ceux qui font rien, non, faut pas, non. Ouais, si. Je veux dire, à un moment, t'as vu le niveau. Enfin, quand je vois j'ai quand même suivi les courses SRO en GT World Challenge là. Quand tu vois la préparation des mecs et tout, hein, j'ai pas mal suivi un Arthur Rougier notamment. Quand tu vois comment il se prépare et tout, ou un Matt Campbell, tu dis ouais putain, c'est une vraie préparation quoi. Ouais, nous on les avait vus Jeff quand on avait été au Castellet. C'est vrai que pour eux c'est aussi une course, hein, c'est une course dans la course, mais non rien. C'est une course dans la course.
c'est une course dans la course, et puis tu as quand même des points au championnat réel quand même. Hein. C'est ce qui peut aussi déterminer le classement du championnat. Donc forcément, c'est intéressant. Tiens, justement, est-ce qu'il y a eu des impacts, Laurent, dessus? Sur le championnat? Ouais. Est-ce que tu as entendu des bruits en disant ouais, bah du coup, à cause du e-sport, j'ai peut-être loupé quelque chose ou pas? C'est une bonne question. Oui, mais c'est sûr. Et cette année, ça sera encore pire parce que tu as 5 points au lieu de 3. Il faut rajouter, ouais. Après, tu vois, moi, je suis pas sensibilisé au sim racing. Maintenant, je me dis que ça a le mérite d'être original. Et je pense qu'une fois de plus, Stéphane Intel sera encore précurseur sur un truc. Alors, on n'aime pas. Comme on n'aime pas la BOP. Comme on n'aime pas la catégorisation de pilote. Mais tout ça, maintenant, c'est devenu monnaie courante dans le sport, hein, avec tous les travers qu'on peut connaître. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'aller vers l'avant? Est-ce qu'on essaie de capter de nouveaux auditeurs? Parce que c'est un peu le but aussi, hein, d'intéresser les jeunes au sport auto réel. Bon, après, j'ai un avis un peu différent de mon ami Thomas sur le sujet. Après, chacun a ses avis, chacun a son avis, et je ne dis pas que le mien est le bon ou que le sien est le bon, je ne sais pas, et c'est l'avenir qui nous le dira, en fait. Puis il en faut pour tout le monde, hein, c'est ça. Ouais. Oui, il en faut pour tout le monde. Et puis je te dis, c'est devenu très très pro. Quoi. Quand je vois la préparation des 24 heures du Mans virtuel, ouais. C'est vrai que même leur première édition, ils avaient frappé fort comparé à d'autres séries. Là, ça avait été quand même assez fort. Non, mais ils ont éclaté tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Même moi, tu vois, je regarde pas les courses virtuelles et tout, mais même là, j'ai suivi quasiment du début à la fin. Parce qu'en plus, c'était tout un programme derrière, tu vois, les interviews de pilotes, il y avait un plateau, tu voyais les gens jouer, et c'était un programme, en fait. Et il y a un côté interactivité qui est très intéressant aussi. Exactement. Excuse-moi Laurent, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est que cette endurance, ces 24 heures du Mans virtuel, rassemble plein de pilotes. Il y avait des pilotes de F1, il y a des pilotes de rallye, il y a Monsieur Tout le Monde, il y a le pilote GT, Ventor ou je ne sais qui, enfin peu importe. Et ça, je trouve que c'est une super pub pour l'endurance parce que tu as un Verstappen qui a participé, même si ça n'a pas duré longtemps. Je crois qu'ils ont abandonné au bout de 8 heures. Tu as quand même le champion du monde de Formule 1 qui est sur cette course. Et là, ça forcément, sur Twitter, ça explose. Tous les fans de Verstappen savent qu'il est là et on parle de 24 heures du Mans et de ses jeux et du promoteur et j'en passe. Donc c'est une bonne pub aussi. Moi, je regrette une chose. Alors, un truc tout con, c'est qu'ils n'aient pas fait les voitures des 24 heures du Mans virtuelles en miniature. En petite voiture. En 43e. En Spark, en modèle réduit. Ouais. Et pour parce que les décos, je te coupe Alban, parce que les décos sont belles, les décos sont originales, et moi je pense qu'il y a un public pour ces voitures-là, ne serait-ce que les teams, ne serait-ce que les pilotes, ne serait-ce que les partenaires. Et comme c'est des décos originales et que je prends l'exemple de Spark que je connais bien, ils ont déjà tous les moules, tu vois, parce que là il n'y a pas 50 voitures à faire. Les P2 c'est toutes des Oreca 07. Et j'ai vu que c'est le R8G, là, le team de Romain Grosjean, qui a fait la miniature, le proto aux couleurs de son équipe de Sim Racing. Et moi, je trouve ça très bien. Tu vois, l'an dernier, Endurance Info était stické sur la voiture de TDS. Moi, il y aurait la miniature. Moi, j'achète la miniature. En plus, les décos, il y en a qui ont fait des super décos. Il y avait vraiment des belles voitures. Et je trouve qu'en miniature, ça rend bien. Et pour moi, ça permettait aussi toujours de relier un petit peu le monde du virtuel avec le monde du réel. Mais pour l'instant, ça n'a pas été suivi. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Kalim Boidra, d'avoir fait les 24 heures du Mans virtuel, les premiers chez Rebellion à l'intérieur. Quand il nous a expliqué l'armada qu'ils avaient fait pour ces 24 heures, tu avais les ingénieurs qui donnaient les données techniques sur la piste. Il fallait qu'ils règlent les suspensions dans Air Factor. C'était quasi du réel pour eux. Ils avaient déplacé des ingénieurs. WRT aussi a fait un boulot de malade et tout, avec des ingénieurs, une stratégie, enfin bon, un truc de fou. Donc c'est un truc qui prend du temps et c'est un truc qui coûte de l'argent aussi. Faut pas se leurrer. Mais ouais, c'est devenu c'est devenu pro, tout simplement. Donc tant que ça bouffe pas sur le réel, tu vois, avec ces deux mondes qui vivent un peu séparément, je veux dire, on va pas se mentir, on a moins parlé cette année des 24 heures du Mans virtuel que l'année dernière. L'année dernière, on était en confinement. C'était la date des 24 heures du Mans réel.
C'était la première fois. Ouais. Là, on est au mois de janvier. C'était le week-end des 24 heures de Dubaï. Bon, les compétitions ont repris. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins d'engouement. Ouais, c'était le phénomène de nouveauté, de surprise, qui était très très bien orchestré. Et voilà quoi. Ah oui. Bon bah voilà. Sûr. Bon bah on rediscutera Laurent pour le petit championnat. On en parlera en off. Appelez Thomas. Il répond pas. Il répond jamais quand on l'appelle. Il a créé une nouvelle page, les gars, faut peut-être le signaler. Oui, exact. Oui. Il a trop d'amis sur sa page perso, donc il est obligé de s'exporter. Il a trop d'amis. Et donc il a créé Thomas Bastin, commentateur et. Je sais plus. Saltabank. Non, il aurait pu. C'est trop long. Non, ça rentre pas. Pronostiqueur. Non, journaliste et comment. Journaliste et commentateur. Voilà, c'est ça. Merci Laurent. On va en profiter aussi. C'est l'anniversaire d'Adrien Pavio aujourd'hui, les gars. Exactement. N'est-ce pas, oui. Oh putain, c'est pas vrai. Eh oui, Laurent. Sérieux ? T'as encore le temps, dépêche-toi. Je vais lui dire, je suis désolé. C'est son anniversaire aujourd'hui ? Exact. Oui, attendez, je le fais en live. Allez, on va voir s'il répond. Moi, il m'a répondu. Voilà, en direct. Tac, Adrien Pavio, c'est fait. Voilà. Alban, pour conclure le live, on va donner la parole à Laurent tout à l'heure, mais gros live demain, mon ami. Ouais, demain, on a la chance sur le groupe d'avoir le vainqueur en GTD de la Rolex, donc Mathieu Jaminet, qui nous fait vraiment un grand plaisir, un grand honneur de venir, parce que Mathieu, c'est quelqu'un qui est très très gentil. Pareil, comme on parlait tout à l'heure de Comé de Gare, il est très, très discret sur les réseaux sociaux, donc l'avoir, c'est une chance énorme. Et on le chope entre 2 essais, donc du coup, on va se régaler. On va parler de sa folle course en Rolex. On va voir aussi sa saison 2021 qui était pleine de victoires, de rebondissements. Et voilà, surtout, on va l'apprendre à le connaître parce que on l'a pas. C'est quelqu'un qui est très discret, donc voilà, c'est mon petit préféré. J'aime bien Mathieu, donc du coup. C'est un gars bien. Ouais. Donc, et je suis impatient et j'espère qu'on va arriver à le voir dans un proto, Mathieu. Parce que je pense que dans un proto, même si comme ça au premier abord, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a roulé vraiment en proto, mais j'ai un patron d'équipe que je ne nommerai pas. Il le sait d'ailleurs, Mathieu, parce que je lui avais déjà dit, mais j'ai un patron d'équipe à qui j'ai demandé il y a quelques temps. Je dis, si tu dois faire rouler une LMDH, donc quelqu'un qui doit faire rouler une LMDH, si tu dois faire rouler une LMDH, est-ce qu'il y a un pilote que tu veux prendre en premier ? Et j'avais même pas fini ma phrase, il m'a dit Mathieu Jaminet. Voilà. Donc nous aussi, moi aussi j'espère le voir dans le proto avec Fred Mako. C'est pas Fred, on le verra peut-être rouler en LMDH. Ouais, j'espère pour lui. Donc, mais bon, faut pas oublier que Porsche aussi ont un programme GT à côté, donc on va voir ce qu'ils vont trancher. Ouais. Il y a suffisamment de bons pilotes. Tu prends Fred, Kevin, Mathieu, rien que pour parler des Français. Lorenz. Il y a Lorenz, les pilotes Porsche qui peuvent rouler, ça ne manque pas. Il y en a quand même suffisamment qui sont susceptibles de rouler au volant d'un proto. Matt Campbell aussi, je pense aussi, qui irait très vite dans un proto. En blower aussi, il aurait sa place. Ouais, Julien aussi. Ouais, mais je te dis. Beaucoup de pilotes Porsche, Romain Dumas, par expérience. Romain Dumas. Donc demain soir, si vous n'avez rien de prévu, je vous invite à nous rejoindre à partir de 20h45 avec le live spécial Mathieu Jaminet. Exactement. Ok. Voilà. On essaiera d'être là. Alors, ça va être tard pour moi, ça, vos affaires là. Oui, ça fait 23h45 pour toi, si je ne me trompe pas. Oh là là. Il y a plus 3 chez toi, ouais. Oh, tu auras l'occasion de le regarder en replay si tu veux. Oui. Ok. Petite orangeade à Dubaï, ça passe tout seul. Ça peut être pas mal. Il y aura aussi 2 autres lives avec 2 grands pilotes. On aura à venir un Nicolas Jamin qui va venir nous parler de son programme 2022. Et un autre grand pilote dont pour l'instant vous ne saurez pas l'identité. J'ai eu l'accord, maintenant ça se prépare. Très très grand pilote. Français. J'en dirai pas plus.
Pas d'indice. Chut. Non. Faut pas te porter la guigne, comme on dit. Non, voilà. Non, mais il a donné son C'est accord. bien parti. C'est très très bien parti. Ouais. Ça marche. Merci messieurs pour ce Endurance Talk numéro 5. On se dit à demain avec Mathieu Jaminet. À très très vite avec d'autres pilotes. Hein. Voilà. Et puis Laurent, on te laisse le mot de la fin. Toi qui es à Dubaï, tu vas te régaler ce week-end. Nous, on sera en Europe, mais on suivra ça de très près pour l'Asiane. Voilà, je te laisse conclure, Laurent, et puis on se dit, quant à nous, à demain déjà. Eh ben, merci à vous. Hein. C'est toujours un plaisir de parler endurance et de partager même à 7000 km, 6000 km de la France. Ouais, je pense qu'on va assister à 2 belles courses ici et c'est toujours sympa de faire des choses un petit peu plus exotiques, on va dire. Donc c'est toujours bien et bon. Voilà, on ne cesse de parler endurance. Endurance, j'arrête pas de le dire en ce moment, c'est un petit peu l'alternative à la Formule 1 aujourd'hui. Je n'ai pas dit que ça allait battre la Formule 1, je dis que c'est un peu l'alternative quand même en termes de discipline, on va dire. Avec tout ce qui s'y passe, avec une situation économique et sanitaire qui est encore compliquée. Et les équipes, les promoteurs, les circuits, tout le monde se bouge le derrière pour que ça puisse avoir lieu. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et je peux vous dire que pour avoir discuté avec une palanquée d'équipes aujourd'hui dans le paddock, tout le monde est enchanté d'être ici. Très bien, parfait. Ça marche. Merci Laurent, merci Alban, bien sûr. Merci Willy qui est encore une fois aux manettes. Et à tous ceux qui ont regardé le live, qui ont commenté, posé des questions, c'est toujours un régal. On vous dit à dans un mois, ça sera le 9 mars pour le Talk 6. Et en attendant, voilà, il y a, je le répète, Mathieu Jaminet demain. Et tu seras encore sur un circuit. Tu seras encore sur un circuit, voilà. Pour l'instant, tu es dans ta chambre, mais tu dis toujours que tu es dans un circuit. Regarde, tu es sur un circuit de karting, pardon, excuse-moi. J'ai du karting derrière, je suis ma chambre, l'hôtel est en face, et à 200 mètres du circuit et à 200 mètres de la piste de karting. Ouais. Alors, fais attention, Laurent, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu parles d'endurance, bien sûr. Tu parles de plus en plus souvent de Formule 1 et tu mets des posters de karting dans ta chambre. Fais attention, tu es en train de. Oh putain! Je suis en train de mal tourner. Voilà. Je voudrais pas dire. J'ai un simulateur. Il ne manquerait plus que j'ai un simulateur à côté, puis on a le pompon. Et là, je pense qu'on prévient le médecin et on envoie le SAMU. Oh merde. Voilà. Oh là là. Ça marche. Merci Laurent, bonne nuit. Il est déjà tard chez toi. Merci à vous. Il est minuit et demi là-bas. Et merci encore 1000 fois à tous et à toutes. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, ciao.